présenter qu'est-ce qui s'est passé? Une introduction à la clusterisation d'une application Spring Boot. Donc on va rapidement voir quelques concepts, notamment celui de cluster. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un cluster, c'est un groupement, c'est un anglicisme. Et l'objectif, dans le cadre technologique, ça va être un groupement d'éléments hardware ou software. Donc typiquement pour miner du Bitcoin, on a des clusters de cartes graphiques, un RAID, c'est un cluster de disque dur, ce genre de choses. Et dans notre cas, on va voir les caches de données distribuées et puis des softwares clusterisés, donc des groupements d'applications. Et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elles se parlent entre elles. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait besoin de mettre en place un cluster d'applications et pourquoi est-ce qu'une seule application ne suffirait pas? Donc les 3 grandes raisons, c'est principalement de distribuer la charge sur plusieurs instances pour avoir du scaling horizontal et puis d'avoir du coup de la haute disponibilité pour la disponibilité tout court. Par contre, du coup, la mise en place de ces et on va le voir par la suite, la mise en place de ces une application en cluster, ça va amener quelques problématiques, donc notamment les problématiques de load balancing, de gestion d'état distribué, donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais bon, il y a également d'autres problèmes qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais bon, qui seront probablement abordés dans les articles qui vont arriver par la suite, qui sont le changement d'interface, donc que ce soit au niveau front ou back, donc une interface REST typiquement ou un contrôle d'interface de base de données, la gestion d'événements, la mise à jour du coup qui vient aussi, la mise à jour de l'application qui vient avec le changement d'interface. Et puis c'est pas vraiment une problématique, mais on peut commencer à pouvoir faire des tests en prod, donc des versions testing AB ou Canary. Donc du coup, je vais laisser Charles vous présenter l'application qu'on a préparée pour les besoins de ce Miditech. Ouais, je récupère la main. Hop. Hop. Vous voyez bien? Oui. OK. Alors, du coup, pour répondre à ces problématiques, de load balancing et de cache distribuée, on a mis en place une application qui fonctionnellement, va être chargée de brasser une bière à travers un job et où on va avoir des brasseurs qui seront partagés entre différentes instances. Basiquement, la stack, c'est d'une stack qu'on connaît ici, hein, c'est du Spring Boot avec du Kotlin et on a 3 instances containerisées à travers Docker et un Docker Compose. Hop. Pour vous présenter ça. Hop. Basiquement, on a une application de Spring Boot avec des choses qu'on connaît, une API donc qui va être la Blue API, notre modèle qui est ici, donc avec des bières, des brasseurs et des ingrédients et différents services que je ne vais pas vous présenter, sinon je vais spoiler un petit peu Tristan. On a aussi notre Dockerfile qui est assez simpliste. C'est du OpenJDK11. On prend notre jar et on le met dessus en exposant le port 8080. Voilà. Pour la partie load balancing, on a décidé d'utiliser Traffic. C'est un serveur web open source qui nous permet de faire du routage HTTP, du reverse proxy et du load balancing. C'est spécialisé plutôt sur les technologies du coup de clustering, typiquement du Kubernetes, Docker, Docker Swarm, Marathon et autres. L'avantage Traffic, c'est qu'il permet de faire de l'auto-discovery sur les conteneurs qui vont être sur ces plateformes-là. On a aussi de la configuration TLS qui peut être assez rapidement mise en place, que ça soit à travers de certificats statiques ou dynamiques, et aussi avec certbot de Let's Encrypt. Et pour ajouter à tout ça, c'est français, donc cocorico. Les concepts derrière Traffic, on va en avoir 3 gros, c'est les entry points, les routeurs et les services. Les entry points, c'est quelque chose qui va être déclaré statiquement au niveau de Traffic.
c'est les ports sur lesquels on va écouter. Donc, en général, c'est du 80 ou 443 pour l'HTTP et l'HTTPS. Derrière, les entry points sont connectés à des routeurs. Les routeurs vont nous permettre de dresser les règles de routage, donc que ça soit par host, pass ou header. Et à l'intérieur, ça va aussi contenir les middleware qui vont nous permettre d'ajouter des choses à nos requêtes, typiquement des headers ou même de l'authentification. Et la dernière brique, donc, c'est les services qui vont, qui vont se connecter à nos serveurs. Donc ça peut être, directement sur, des conteneurs plutôt et ça peut être aussi là aussi où on va mettre le load balancing en place. Et donc dans les faits, comment que ça se met en place? Hop, donc nous, on a décidé d'utiliser Traefik avec, Docker. Comme je vous disais, on peut utiliser ça avec, plusieurs, providers, du Kubernetes ou du Rancher, par exemple. Au niveau mise en place pour, Docker, on a une image qui est directement disponible sur Docker Hub. On vient l'importer. On peut lui passer différentes, configurations, soit par commande, soit par, configuration statique, en Toml ou en YAML. Ici, donc, on va venir dire qu'on veut, avoir le dashboard, que notre, provider, c'est Docker et qu'on n'expose pas par défaut les, conteneurs qui sont sur le démon Docker. Et notre entry point est déclaré ici. On vient lier aussi le démon Docker, donc à Traefik pour qu'il puisse faire l'auto-discovery. Ensuite, pour déclarer nos différents conteneurs pour informer Traefik des différents conteneurs qu'il peut surveiller, on a des labels à mettre en place au niveau, Docker Compose. Donc ça va être par exemple Traefik enable true qui va permettre à Traefik de savoir qu'il doit regarder ce conteneur ou pas. On retrouve un petit peu, les, différentes aussi, éléments que je vous ai parlé. Donc on va avoir le load balancer ici, qui est donc un service. Ici, c'est le nommage qu'on va lui donner. On peut aussi lui spécifier les health checks dans le cas de perte de service et le routeur est ici déclaré ici et va répondre donc sur beer-factory.localhost. Dans le cadre de notre Juste la backend, c'est le nom de ton service, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Dans le cadre de notre démo, on a fait donc, 2 nœuds qui, sont les mêmes. On aurait pu utiliser Docker Swarm pour, faire des réplicas. On a préféré, passer directement par, des Docker Compose classiques. Donc, pour, démarrer notre petite stack, petit Docker Compose up. Et on va pouvoir avoir le dashboard Traefik. Encore une fois, on va retrouver un petit peu les éléments qu'on avait tout à l'heure, donc les routeurs, les services et les middleware. Si on vient explorer les routeurs, aïe, forcément il ne se passe pas ce que je voulais. On va retrouver du coup, 2 routeurs qui sont spécifiques à Traefik, qui, sont donc pour le dashboard et pour son API interne. Effet Bonatti faisant, j'ai pas mes nodes. Donc, on retrouve bien notre routeur.
qui est en erreur. Et voilà, maintenant qui est en succès, le temps que les health checks passent au vert. On a donc aussi des services où on vient retrouver donc nos 2 instances, heu, qui ont été déclarées. On a aussi donc le lien ici où on peut retrouver notre routeur. On retrouve bien aussi notre health check ici et on n'a pas de middleware lié. Pour vous montrer un petit peu plus le côté auto discovery, je vais couper un node. Si j'actualise, on a perdu donc notre node. J'ai aussi mis en place une, petite API qui nous permet de savoir sur quel node on va adresser et on s'adresse bien toujours au node 1 à ce moment-là. Et si je redémarre le node, celui-ci repasse bien d'abord en warning le temps que le health check se mette à jour. Et voilà, on a notre node 2 qui répond bien. Mmh. Et donc c'est un outil qui va nous permettre, de pouvoir faire, des upgrades sans interruption de service à ce niveau-là. Hop, et je vais passer la main maintenant à Tristan. C'est à moi, pardon. Corentin. C'est à moi. Corentin. Du coup, je vais reprendre la main, ouais. Hop là. OK. Donc du coup, là, on a un outil qui nous permet de load balancer et de découvrir nos outils. Donc moi, je vais vous parler d'un cas d'usage qui, vous est probablement arrivé. C'est le cas où, on a des tâches schedulées sur une application. Donc là, typiquement, une tâche d'exemple, c'est vraiment pour l'exemple, c'était, je me suis dit: «Bon, bah, il faut que notre brasserie tous les soirs à 3 heures du matin, elle vérifie, l'état des stocks». Donc du coup, pour implémenter ça, on va voir 2 approches. Donc c'est l'approche, classique, mono instance, celle liée avec, Spring Scheduling. Et ensuite, on va essayer de faire en sorte qu'on puisse le faire en mode cluster avec, Quartz pour que, les app pour que le déclenchement, on va dire, de cette tâche ne se fasse qu'une fois, en tout sur le cluster. Du coup, Quartz, qu'est-ce que c'est? C'est, une librairie Java, qui est, globalement, assez populaire, donc ça, c'est des statistiques que j'ai récupérées de Docker. Open source, qui permet donc du coup de gérer des tâches. On va par la suite, comment il fait ça. Qui fonctionne en mode cluster, donc on va le voir par la suite, comment est-ce qu'il permet de faire ça. Le seul souci, c'est que, bah, le projet est un petit peu mort, donc il n'y a pas eu vraiment de release depuis 2019. Il y a des snapshots qui sont en cours. Donc du coup, c'est globalement un projet stable, mais donc du coup, si vous voulez du shiny et du sexy, c'est pas par ici qu'il faut aller regarder. Mais globalement, c'est une librairie qui fait très, très bien son travail. Du coup, comment est-ce qu'elle fait son travail, cette librairie? Je vais vous montrer du code juste après, mais c'est histoire d'avoir, quelques concepts. C'est que globalement, on va avoir, une fabrique à scheduler qui va nous permettre de mettre en place des schedulers. Les schedulers vont, hop, peut-être plus ennemi comme ça d'ailleurs. Les schedulers vont, définir des jobs qui vont pouvoir ensuite être exécutés par, différents triggers. Tous ces jobs, ils vont être stockés dans un job store, donc on va voir, une façon de les stocker qui va être, liée à une base de données.
Et il est également possible de mettre en place des listeners de trigger et de job qui permettent de vérifier des états, de loguer, ce genre de choses. Donc du coup, pour ce faire, on a dans notre projet notre implémentation classique que vous avez, je pense, quasiment tous dû voir. Donc j'ai juste un service qui permet de checker mes stocks, donc elle fait pas grand chose à part mettre 10 secondes à faire une tâche. Et je lui ai dit d'exécuter cette tâche via un cron. Donc le cron là il est configuré pour s'exécuter toutes les 15 secondes. À la 15e seconde de chaque minute. Non, toutes les 15 secondes plutôt. Et donc du coup là j'ai une implémentation Spring qui va être configurée avec un profil. Et j'ai également une implémentation qui est liée à Quartz. Donc je vais vous montrer comment est-ce que les deux implémentations réagissent déjà. Et ensuite je rentrerai un petit peu en détail sur comment est-ce qu'on définit tout ça. Donc au niveau de notre Docker Compose, en spécifiant le profil Spring, ce qu'on voit, c'est qu'on va voir, du coup, en lançant ici notre Docker Compose de notre application, qu'il a relancé les nodes 1 et 2. On va voir ce qui se passe dans notre application. Et sans surprise, toutes les 15 secondes, on devrait voir apparaître sur les deux nodes notre opération de scheduling qui va se lancer, ce qu'on veut éviter via l'utilisation de Quartz. Donc là, mettre un petit peu de temps à démarrer parce qu'on a aussi d'autres bouts d'applicatifs. Ok. Donc à 30, voilà. Donc du coup, toutes les 15 secondes, on va voir nos deux applications qui vont lancer notre job de scheduling, ce qui est sensiblement à éviter, surtout si l'opération schedulée fait des modifications d'état à gauche ou à droite. Voilà. Du coup, pour pallier à ce problème-là, on va mettre en place du coup un scheduler, donc qui va être défini différemment, qui va être du coup sur la base de Quartz. Donc Quartz, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ce qu'on implémente une interface qui s'appelle job. L'interface, il faut implémenter une méthode d'exécution. Et cette méthode d'exécution, je lui dis juste d'exécuter ma méthode de check de stock. Et donc du coup, ça va être à un autre endroit, donc dans la configuration de Quartz, qu'on va venir définir un job detail, donc comme précédemment. On va venir décrire notre job. On va lui dire quelle classe à exécuter, lui donner un peu de métadonnées, et lui dire de le garder stocké dans le job store afin que d'autres instances du coup n'aient pas comment dire à le créer elle-même et qu'elle sache que le job existe déjà avant de l'exécuter. Et le trigger qui va être la façon dont le job va être exécuté. Donc là je lui ai spécifié que ça va être un cron, donc qui va être la même variable d'environnement que celle liée à Spring. Et du coup, en faisant tout ça, hop là, on va spécifier, on va changer les profils, relancer le Docker Compose. Et en regardant les logs applicatives, on va se rendre compte que le job ne va être exécuté que sur une seule des deux instances à chaque fois. Donc ça va être choisi sur l'instance qui est la moins occupée. Donc là, dans l'absolu, elles sont jamais vraiment occupées, nos instances, vu qu'on n'a qu'un seul job qui s'exécute à chaque fois. Donc l'intérêt de Quartz, c'est principalement de pouvoir gérer d'innombrables jobs dans une application et de faire en sorte que tout se déroule vraiment correctement. Tu peux définir toi-même ce qu'on appelle l'instance occupée ou pas? Je ne crois pas. Il C'est vraiment il lui prend qui. quoi?
Justement, il prend celle où il y a le plus de pools. Il y a un pool de thread qu'on définit. Je vais montrer ça juste après. Il y a un pool de thread qu'on définit, et donc du coup, c'est l'instance qui a le moins de thread occupé. Donc là, en l'occurrence, notre instance, aucune de nos instances n'a de thread occupé à la fin du job. Donc c'est juste occupé au sens quartz du terme, quoi. Ouais. Oui. C'est ça. Et donc du coup, là, on voit que il y a vraiment que le node 2 qui est occupé, enfin qui lance le stock. Ça, en fait, du coup, là, c'est pas vraiment randomisé, mais ça se trouve dans quelques temps, ce sera la node 1 qui va le prendre. Mais du coup, on a vraiment une synchronisation, on va dire, de l'état du job qui va être exécuté. Et il va être exécuté que sur une seule des instances de notre cluster. Et du coup, comment est-ce que Quartz il fait ça? Donc du coup, on a une base de données qui est branchée à notre application. Si jamais elle veut bien se connecter, voilà, c'est ça. Et Quartz va venir stocker dans la base de données les déclenchements de job. Et donc là, typiquement, j'ai rafraîchi la base de données pendant l'exécution du job. Et puis on voit que mon job, qui s'appelle job detail, il est en cours d'exécution, et donc du coup, il va pas être exécuté par une autre instance. Et pendant les 5 secondes où justement il se passe rien, donc juste après le everything is OK dans le log, hop, ça va disparaître, et donc du coup, là, ça montre aussi que Quartz, du coup, c'est que personne n'a lancé l'instance, et donc du coup, personne n'a lancé ce job-là, et donc qui pourra choisir une instance après pour exécuter le prochain job. Du coup, voilà pour ça. Si, voilà, il y a du coup, il y a un peu plus de configuration à apporter à notre application Spring pour que Quartz fonctionne. Donc, globalement, il faut lui définir une data source qui va être propre à Quartz. Donc, du coup, on peut venir réutiliser la data source j'ai essayé de réutiliser la data source de Spring, donc sans grand succès. Je crois qu'il y a un bug sur Spring Boot là-dessus. Du coup, il faut lui définir une data source, donc donc je récupère juste les mêmes paramètres ici, en lui précisant que ça va être Ikari, parce que c'est la data source par défaut de Spring Boot. On vient lui dire que ça va être clusterisé, lui donner les préfixes des tables. Et justement, la question, c'était, voilà, ici, le thread pool propre à Quartz, du coup. Donc là, typiquement, il a 10 threads par node pour lancer des tâches schedulées. Enfin, pour lancer des tâches Quartz tout court. Ça peut être des tâches schedulées, ça peut être des tâches cron, ça peut être des triggers, des tâches qui sont déclenchées par d'autres applications. Ou par d'autres appels d'applications. La chose importante à voir, c'est qu'il y a deux types de job store dans Quartz. C'est en mémoire ou comment dire, en base de données. Donc la seule façon de rendre une application, de déclencher un job Quartz dans un environnement en cluster, ça va être via une connexion JDBC, afin qu'il ait qu'une seule source de vérité qui soit la base de données, et non pas la mémoire de chacune des applications. Voilà. Donc, globalement, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ou pas, d'ailleurs. Est-ce que tu peux avoir plusieurs pools de threads? Comment ça? Je sais pas, je me dis que j'aurais peut-être envie d'avoir des tâches qui s'exécutent sur un pool et d'autres sur un autre pool. Non, il me semble que tu peux avoir qu'un seul thread pool par node, en fait, du coup. Après, une tâche, c'est un thread, quoi. Après, c'est toi qui vois dans ton application si ta tâche, elle est asynchrone et puis ou parallélisée, et que tu vas venir définir, comment dire, d'autres threads à ce niveau-là, je pense. Mais là, c'est vraiment le thread pool que Quartz peut utiliser pour déclencher ce job. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont entendu parler de Shadlock aussi, qui est une autre application qui fait sensiblement la même chose et qui est plus récente et plus légère. La raison pour laquelle je ne l'ai pas utilisé, c'est parce que je voulais faire du Quartz. Je voulais voir
à quoi ressemblait cette librairie-là. Mais du coup, c'est une alternative à Quartz pour cette application-là particulière, c'est-à-dire le lancement synchronisé d'un job schedulé dans un cluster. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vais rendre la main du coup à Tristan. Ça a l'air de s'intégrer mieux avec Spring Boot et toutes les annotations existantes. Ce projet-là, Shadlock. Ouais. J'ai l'impression que ça réutilise les annotations qu'on a déjà. Il suffit de rajouter un log par-dessus, de configurer une base. C'est ça. Mais du coup, je voulais voir comment fonctionnait Quartz parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et voilà. Ça, c'est parce que tu travailles avec trop de vieux. C'est sûrement ça. Et puis je me suis dit, ça pourrait Quartz, peut-être. mon tout premier projet, il y en avait déjà, donc c'est dire si c'est vieux. Ah ouais, ça date de 2013, ouais, donc c'est. Ouais, c'est un truc de dinosaure. C'est ça. Je comprends pas que des gens fassent du Kotlin et aient envie de regarder Quartz. Bah non, mais c'est juste que j'avais entendu parler de cette librairie-là et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, comment dire, ne pas utiliser de. Enfin, justement, souvent, le reproche qu'on fait, c'est d'utiliser trop de technologies qui sont trop récentes et tout. Là, au moins, on peut pas m'en faire le reproche. Quartz, c'est une librairie qui est. Enfin, ça fonctionne en fait, vraiment. Il n'y a pas de problème avec cette librairie. Ça a fonctionné. Donc après, forcément, comme tu dis, Philippe, il n'y a pas toutes les Même avec annotations. Kotlin Bah là, on est sur Kotlin, là. Hein. Notre projet est en Kotlin, donc oui. Et t'as regardé toutes les autres tables ou quoi? Enfin, moi, ce que j'avais en tête, c'est que ça permettait de faire des trucs plus compliqués, plus poussés que Shadlock. Oui, ça en fait. Alors, j'ai pas non plus regardé à fond tout ce que peut faire Quartz, puisque la documentation est assez exhaustive là-dessus. Mais globalement, tu peux déclencher des tâches dans ton programme en fait. Programmatiquement, tu peux lancer des tâches, ce qu'il me semble ne peut pas faire Spring Scheduling. Après, globalement, c'est juste un appel classique. Mais chaque table correspond aux différents types d'objets que Quartz peut manipuler, globalement. Mais ce qui nous intéresse, ça va être globalement les locks et puis moi dans mon cas, les détails des jobs que j'ai lancés, quoi. Et en fait, tu peux toi-même créer des jobs que tu mets dans le pool et après, c'est Quartz qui va être chargé de les distribuer, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais du coup, c'est une des solutions qui permettent de répondre à la problématique de je veux avoir une synchronisation de mes tâches dans mon cluster. Après, je vous invite à aller voir la documentation propre à Quartz sur leur GitHub. Un bon Kubernetes, ça fait pareil. Comment? Je dis un bon Kubernetes, ça fait très bien le job aussi. Un bon Kubernetes, ça fait très bien le taf, t'as dit? Oui. Très bien, je sais pas ce que ça veut dire, mais. En quoi ça fait bien quel taf? L'ordonnanceur, tu peux balancer des tâches sur le cluster. C'est un ça à la base. D'accord. C'est Ok. pas, pas une stack de dinosaures, comme DM qui dirait. Non, ça c'est. Oui, en effet. Mais aussi du coup, ouais. Et voilà. Du coup, je vais passer la main à Tristan. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Yep. Ok, donc il y a un problème qui vient assez facilement qu'on essaye de mettre en cluster des applications, en particulier si ça vient dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'on a fait notre appli, puis un jour on nous dit, bah tiens, il faut démarrer 2 instances. Par exemple, ce qui s'est passé sur le projet en Australie avec Accenture. Et dans ce cas-là, en fait, ça marche bien si tous les services qu'on a envie de mettre en cluster sont stateless. Donc, qu'est-ce qu'on appelle stateless? Et bien, en fait, ça veut juste dire que quelle que soit la requête que j'ai envoyée sur mon système, et ben, en fait, la réponse que je vais recevoir, c'est la même, quel que soit le nœud qui l'a traité. Si vous cherchez sur Internet stateless versus stateful, on tombe
quasiment que sur des histoires de sessions utilisateurs, de savoir est-ce que je fais du JWT en gros, ou est-ce que je mets mes sessions sur mon serveur. Donc, voilà, je voulais juste insister sur le fait que c'est pas que ça, hein, l'application stateless. C'est vraiment, on doit aller chasser tous les endroits du code où il y a un état en fait qui est maintenu. Pour vous donner un petit exemple de ça, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des trucs qui sont pas clairs. Donc là, j'ai un service qui ressemble comme de goutte d'eau à n'importe quel service Spring Boot, dans lequel je fais quoi? En fait, je vais commencer par les récupérer, ce que j'appelle des brewers, donc c'est des gens qui sont capables de fabriquer de la bière. Donc là, je les récupère sur un provider, donc c'est potentiellement un appel externe. Et ensuite, je vais construire une map dans laquelle je mets en clé, je vais mettre le nom du brewer et je vais mettre le brewer en valeur. Voilà, à la limite, du coup, je prends tous mes brewers, j'initialise ma map. Et puis quand je vais avoir besoin d'en choisir un, quand quelqu'un me demande de créer une bière, et ben, je vais prendre un lock, parce que j'ai pas envie que deux requêtes soient en concurrence. Et je vais aller chercher, grâce à cette magnifique expression Kotlin, je vais aller chercher le premier qui n'est pas occupé. Et si j'en ai trouvé un, ben, je le marque comme étant occupé et je le retourne. Et pareil, une fois que j'en ai plus besoin, je vais juste le marquer comme étant de nouveau plus occupé. Donc très bien. Donc ça marche très bien quand on a une instance. Là, j'ai démarré avec 3 instances. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, je lance une première requête. Je lance une deuxième. Donc là, je suis censé avoir qu'un seul brewer. Donc là, j'aurais déjà dû avoir un souci. Et en fait, on se rend compte que j'ai 3 requêtes qui passent bien. Et ma quatrième, par contre, il me dit ah ben non, j'ai plus de brewer disponible. Et si je regarde ensuite les résultats, donc la première bière, c'est Marion qui l'a brassée. La deuxième, pareil. Et la troisième, pareil. Bon, sans vraiment grosse surprise, en fait, ce qui se passe, c'est que cette map-là, eh ben, en fait, c'est un état. C'est-à-dire que le service qui est démarré sur chacune de vos instances, il a un état qui lui est propre. Et c'est là qu'il va stocker le fait qu'un brewer, il est partagé ou pas. Enfin, il est occupé ou pas. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait adresser ce problème de brewer partagé? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il faudra une map distribuée entre toutes les instances. Ouais, alors la solution qui n'est pas normalement, enfin, je pense pas que ce serait la première à laquelle on aurait pensé. Moi, la première à laquelle je penserais, c'est de dire, en fait, ce truc-là, faut que je le mette dans une base de données. Et en fait, j'ai pas vraiment besoin que ce soit stocké en mémoire. Peut-être qu'en modélisant mes données différemment, en stockant ça dans mon modèle métier, dans ma base, en fait, je m'en sors. En l'occurrence, là, probablement que si j'avais déjà une base, en fait, je ne modéliserais pas ça comme ça. Je dirais, j'ai un objet qui est une bière en cours de fabrication, et là, je lui affecterais peut-être un brewer. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Quand on se retrouve avec des états comme ça et qu'on a envie de les supprimer, peut-être qu'il faut réfléchir à est-ce que c'est pas une mauvaise modélisation, est-ce qu'on n'a pas envie de revoir les choses différemment et de mettre ça dans la base avec les données métiers, parce que ça peut résoudre des problèmes. Maintenant, il y a des cas où on n'a pas envie de le faire, notamment si l'état qui est là, ça correspond à l'état interne d'un algorithme compliqué, ou s'il y a beaucoup d'appels à ces données-là. Si j'ai beaucoup de requêtes, par exemple, je suis content que ce ne soit pas dans la base de données. Et dans ce cas-là, en effet, comme disait Alex, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement d'aller partager cette map-là entre les différentes instances. Potentiellement, j'ai aussi un souci avec ce truc-là, puisqu'en fait, j'ai aussi un état là, parce que je vais aller initialiser une variable en faisant un appel externe. Alors ça, quand vous avez des cas comme ça dans le service, c'est que vous cherchez à clusteriser, ce n'est pas forcément un problème si vous êtes sûr que toutes vos instances vont avoir le même résultat à la fin. Sachant que
le problème que vous pourriez avoir, c'est ce qu'on avait en Australie aussi, c'est que ça, c'est potentiellement coûteux, et en l'occurrence, si c'est un service externe, j'ai pas forcément envie que toutes mes machines, toutes mes instances qui démarrent en même temps vont aller charger mon service externe. Donc, on pourrait aussi avoir envie de gérer ça différemment. Mais voilà, je voulais juste insister sur le fait qu'il y a des variables qui ne sont pas forcément problématiques, puisque le résultat va être le même sur toutes vos instances, et d'autres où c'est bien un état qui doit être partagé. Alors, comment est-ce que je vais partager ça? Eh bien, on va sortir un outil qui s'appelle Hazelcast. Donc, il y en a d'autres, des outils comme ça. Donc, Hazelcast, c'est un projet open source qui est très actif. Voilà, donc ça a démarré il y a longtemps, mais il y a encore beaucoup d'activités dessus. Et qu'est-ce que ça permet de faire Hazelcast? En fait, c'est vraiment un middleware pour faire ce qu'on va faire, donc du clustering. Parce qu'en fait, ça va être une mémoire partagée sur laquelle on va pouvoir connecter différentes instances d'un même service. Et grâce à cette mémoire partagée, on va pouvoir faire de la synchronisation, on va pouvoir faire du partage de données, on va pouvoir faire de la communication. C'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir servir d'Hazelcast pour envoyer des messages d'une instance à une autre. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est capable de gérer une topologie dynamique, c'est-à-dire que si je démarre une instance en fonction de ma configuration, elle peut se joindre automatiquement au cluster, à Hazelcast. Et pareil, si je l'enlève, ça peut continuer de marcher. Et il y a des mécanismes qui sont en place pour garantir qu'on n'a pas de perte de données. Donc, si par exemple là, mon instance 1 quitte le cluster, il va y avoir des mécanismes qui font que les données vont être maintenues sur les autres nodes. Pourquoi, du coup, j'aurais envie d'utiliser ça? Il y a ce qu'on a dit, pour si j'ai besoin de partager des données. Donc, c'est ce qu'on appelle ça peut être vu comme un in-memory key value store. Donc, j'ai des données que j'ai envie de conserver en mémoire. Et ça va être très utile si vous faites des gros calculs d'analytics, de big data, ou s'il y a besoin d'envoyer des événements à haute fréquence. Ça, notamment, c'est un des cas d'usage qui est en train d'être vraiment poussé par Hazelcast avec une solution qui s'appelle Jet, où il se spécialise comme étant une solution de streaming. Et on peut utiliser aussi Hazelcast du coup comme un cache distribué, ou également comme un cache devant une base de données. Donc, ça peut servir de cache à Hibernate notamment. Derrière cette solution open source, il y a une société qui s'appelle Hazelcast et qui vend différentes choses. Donc, elle vend un moteur de stockage des données qu'ils appellent haute densité. Et donc ça vous permet quand vous avez vraiment beaucoup de données à stocker, de rentabiliser le hardware qui est dessous en chargeant un max la RAM, en particulier sans avoir besoin de garder de la place pour faire tourner le GC. Donc, c'est vraiment d'optimiser le stockage. Et ils font aussi des modules supplémentaires qui sont intéressants dès qu'on est dans un contexte entreprise, donc tout ce qui est authentification, chiffrement des données, réplication sur du WAN, et aussi des outils de prod, donc j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, des choses qui permettent de simplifier la gestion de la prod quand tous les nœuds sont tombés, ce genre de choses. Et ils font aussi un déploiement cloud. Clairement. Alors, Hazelcast, il y a deux moyens de le déployer. Le topologie donc, classique, on va dire, qui s'appelle client-serveur. Donc, ça va ressembler comme deux gouttes d'eau à un déploiement classique de base de données. Donc, c'est-à-dire que vous allez déployer votre Hazelcast en cluster, si vous voulez parler de l'achat. Et ensuite, vos applications vont se connecter à ce cluster Hazelcast. L'intérêt de faire ça, c'est que vous décorrélez complètement les deux, donc votre grappe de Hazelcast de votre grappe applicatif, et du coup, vous pouvez les gérer indépendamment les uns des autres. Et en particulier, si vous éteignez tous vos back-end labs, les données vont être persistées. Ça permet aussi de mutualiser le cluster. Si vous avez différents services qui ont besoin d'Hazelcast, du coup, ils vont être capables de tous se connecter à l'image d'une base, tous se connecter sur le même cluster Hazelcast. En revanche, ça veut dire qu'il faut déployer ça à part, donc ça vous fait un service de plus en fait, à déployer dans votre infra. Et ça fait aussi qu'il va y avoir des communications réseau à chaque fois qu'une de vos applications a besoin d'une donnée, elle va devoir aller la demander au cluster. L'autre topologie qui est plus marrante, c'est embarqué. Donc là, ça veut dire que chaque application en fait, va inclure Hazelcast. Donc, ça marche évidemment que si c'est une application Java, et donc qui tourne dans une JVM. Puisque Hazelcast, ça tourne dans un JVM.
Et là, bah, c'est directement vos applications en fait, qui vont former le cluster Hazelcast. Et donc, votre cluster Hazelcast, il prend forme en même temps que vous déployez votre application. Donc, le point négatif, évidemment, c'est que c'est fortement couplé à l'applicatif, et notamment quand vous scalez, bah, c'est-à-dire que plus vous mettez de nœuds, plus la taille de votre cluster Hazelcast grossit. En revanche, il n'y a plus d'accès réseau systématique, puisqu'on va le voir si, bah, lui a besoin, l'application 1 a besoin d'une donnée qui est dans sa partie de la classe, bah, du coup, il y a accès direct. Donc, je vais vous montrer sur l'appli comment est-ce qu'on fait ça. Donc, je vais changer un petit peu ma conf. Vu qu'on utilise Hazelcast, et que cette fois, on va avoir deux brasseurs. Et je redémarre tout ça. Il y a un truc qui est sympa aussi qui est fourni par Hazelcast, c'est ils ont une UI de management où on est capable de voir en fait l'état du cluster. Alors, là, il a gardé mon cluster, mais je vais le virer. Non, j'arrive sur cet écran-là et je vais être capable de me connecter à un cluster. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il va lui suffire de nœud. Donc je lui dis node 1, c'est le nom de mon image Docker, enfin de mon paquet de marée. Et comme je ne spécifie pas le port, ben en fait, c'est parce que ça utilise le port par défaut de Hazelcast. Et donc lui, il va se joindre au cluster, enfin, il va se mettre en client du cluster, et il va être capable de récupérer l'état. Donc cet état, on voit qu'il y a, en fait, il y a 3 membres dans ce cluster, donc c'est normal, puisque j'ai démarré 3 fois mon Docker. Je suis capable de voir l'état, l'usage de la mémoire de chacun de mes membres. Et je vois aussi la distribution des partitions. Donc toutes les données qui vont être stockées par Hazelcast, en fait, elles sont stockées sur des partitions. Je pense que c'est la même chose qu'est fait avec Elasticsearch, pour ceux qui connaissent ça. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de stocker une donnée, je vais d'abord aller chercher, calculer la partition sur laquelle je vais la stocker, et ensuite c'est cette partition que je vais distribuer sur un de mes nœuds. Et donc là, je vois que toutes mes données elles sont distribuées à peu près de manière équivalente sur tous mes membres. Donc chacun a 33% des données. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre là-dedans? On va regarder tout ce qu'il y a dans le storage. Donc là, on voit que j'ai une map. Donc là, c'est toutes les données que je serais potentiellement capable de stocker sur mon cluster Hazelcast. Donc là, j'ai déclaré une map. Je ne vais pas montrer le code, mais je vais le montrer tout à l'heure. Du coup, j'ai déclaré une map qui s'appelle Brewers et que je mets dans Hazelcast. Et cette map-là, ben, en fait, je suis capable aussi de voir où sont ces données et surtout, je suis également capable de voir ce qu'il y a dedans. Je vois qu'il y a 2 entrées dans cette map. Donc, il y a Jean-Pierre qui n'est pas occupé, il y a Marie-Vonne qui n'est pas occupée. Donc, ça, on voit que je suis branché en direct sur les données. Donc, si je fais une requête de brassage, ben, en fait, là, je vois que Marie-Vonne est déjà occupée. Ok, ça c'est bien. Et ce qui est aussi intéressant avec Hazelcast, c'est qu'on peut configurer assez finement la manière dont on veut gérer nos données en termes de réplication. Donc là, je vois que, et aussi ce qui est intéressant, c'est de voir que les données qui sont dans la map, donc là j'ai 2 entrées, en fait elles sont distribuées sur mes différents nœuds. Là, je vois qu'il y a mon nœud 1 et mon nœud 2 qui ont chacun une entrée de la map. Et je vois que mon nœud 3, par contre, lui, il a 2 backups. Donc c'est lui qui a les sauvegardes pour chacune de ces entrées-là. Et ça se configure. C'est-à-dire que je suis capable de dire, en fait, une entrée, je veux qu'elle soit répliquée 3 fois, 4 fois, 0 fois. Et je suis aussi capable de dire, est-ce que je veux qu'elle soit répliquée de manière synchrone ou asynchrone.
Voilà. Et ce qui est assez marrant, donc c'est tout l'intérêt de cette solution-là, c'est de voir ce qui se passe en fait, quand j'arrêtais un œuf. Si par exemple j'arrête le nœud, je peux faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais simuler une perte de connexion entre deux de mes nœuds. Donc je vais simuler le fait que mon nœud 3, j'arrive plus à accéder. Pour ça, je vais le démarrer sur un autre network. Là, je redémarre mon nœud 3 sur un autre network. Donc, si la magie opère, normalement, il devrait me dire qu'il ne le voit plus dans le cluster. Parce que le nœud 1 sur lequel je m'étais connecté, lui, il va plus avoir accès au nœud 3. Donc il fera un peu de temps pour mettre à jour son état. Voilà, donc là, je vois que j'ai plus que 2 membres dans mon cluster. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne lui pose aucun problème. C'est-à-dire que là, donc si vous vous souvenez, le nœud 3, en fait, il n'avait pas de données sur lesquelles il était maître. Par contre, il avait les 2 sauvegardes. Et bien là, Zelcast, il a redistribué les backups. Quand même qu'on arrive à garder la contrainte qu'on veut que chaque entrée de la map soit backupée. Et donc par contre, là, bah, écoute, c'est mon node 1 et mon node 2 qui ont récupéré chacun des backups. Donc là, ce qui se passe, c'est que le node 1, il est maître sur une des entrées et backup de l'autre, et pareil pour le node 2. Voilà, et du coup, là, on a un problème classique en fait en système distribué, c'est qu'on a 3 instances qui sont démarrées et une qui n'arrive plus à parler aux autres. On peut se poser la question, bah, qu'est-ce qui se passe sur cette 3e instance, là, qui est plus visible. Hein. En particulier, si je vais aller regarder l'état en fait du node 3. Et là, ce qui est à la fois intéressant et inquiétant, c'est qu'en fait, le node 3, bah, pour lui, tout va bien, quoi. Tout va bien. En fait, il a fait lui-même un cluster, tout seul. Et comme il n'avait pas de copains, bah, c'est lui qui a pris toutes les entrées de la map, mais c'est pas un problème. C'est-à-dire que là, vu du node 3, tout se passe bien, et si quelqu'un lui demande un brassage, bah, il va trouver un brasseur, et puis il va répondre à la requête. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Par contre, ça pose aussi des soucis, notamment bah, qu'est-ce qui va se passer au moment où le node 3 va revenir dans le cluster. Là, avec mes données, c'est pas très grave parce qu'on sait bien que ça va bien se passer. Par contre, je ne sais pas si vous avez des compteurs dans votre map et que bah, à un moment, vous avez eu 2 clusters qui ont vécu séparément. Qu'est-ce qui se passe au moment où les données refusionnent? Donc ça, le cas, c'est très fort pour ça. Donc il a pas mal de mécanismes que vous pouvez configurer pour dire, bah, en fait, quand je vais rejoindre le cluster, je vais être capable de merger les données qui sont dans chacun de mes partitions. Par exemple, en faisant la somme des données ou en gardant uniquement la valeur la plus récente, ce genre de choses. Donc il est vraiment fait pour ça, c'est-à-dire qu'il est fait pour tolérer les partitions, être capable de les détecter éventuellement si vous voulez vraiment pas que ça se passe, enfin de détecter certains cas, et surtout de dire comment vous voulez gérer la fusion au moment où ça va se reconnecter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je crois pas que tu en aies parlé ou j'ai peut-être loupé un truc, mais un truc qui est intéressant avec Hazelcast aussi, c'est que ça peut servir de back-end pour le cache de Spring. Tout à fait. Et si on regarde la conf en fait, de la map, on va voir que c'est assez naturellement, on va pouvoir utiliser ça pour faire du cache, parce que quand on crée la map, en fait, on est capable de lui dire, bah, en fait, voilà la taille maximum que je vais avoir, voilà la durée de vie de mes données, là, TTL, là, et voilà surtout ma politique d'éviction. Donc je peux, là j'ai dit que j'en ai pas, donc il ne va jamais sortir de données, mais je peux utiliser du LRU, par exemple, c'est-à-dire qu'il sortira, s'il y a besoin de sortir une donnée de la map, il sortira celle qui a servi le moins récemment. Et du coup, en fait, quand vous avez configuré des maps comme ça, très facilement, c'est intégré avec Spring Cache. Vous pouvez utiliser ces maps partagées comme backend de stockage du cache. Voilà. Et l'avantage d'utiliser ça, c'est que même si vous n'êtes pas clusterisé au moment où vous le mettez en place, Hazelcast, ça fonctionne très bien en mode non clusterisé. Comme disait Tristan, on l'embarque dans l'appli et ça fonctionne sans aucun souci. Mais donc, il y a cet avantage-là. Mais le jour où vous allez vouloir clusteriser votre app,
bah, ça se fera sans aucun souci parce que Hazelcast est fait pour être, fait pour être clusterisé, quoi. D'autres questions? Je vais juste vous montrer au niveau du code à quoi ça ressemble. Donc alors, premier truc, c'est on doit injecter un bin Hazelcast instance dans lequel j'ai la config. Donc là, la config, j'ai quasiment rien mis, j'ai juste ma map que j'ai déclarée. Donc c'est là, je vous disais tout à l'heure qu'on peut configurer les politiques de rétention des données et des sauvegardes notamment. Donc là, c'est ce qu'on a constaté, il y a un backup, et c'est un backup synchrone, pas asynchrone. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Et du coup, ma map, là où tout à l'heure c'était une map Kotlin, bah là, c'est IMAP, ça c'est un type qui est fourni par Hazelcast. Et je lui dis juste Hazelcast, c'est le bin qui est injecté, et je fais un get map du nom de ma map, et voilà. Et ensuite, ma map, je l'utilise comme n'importe quelle autre map. Donc le code est très similaire. Il y a un truc qui est marrant, c'est que si je regarde mon code de tout à l'heure, par exemple, quand je remets mon brasseur dans le pool, j'ai juste à changer l'attribut busy. Là, je change l'attribut busy et il faut que je mette à jour ma map. Parce qu'en fait, les données qui est stockées dans Hazelcast, c'est l'objet qui est sérialisé. Là, l'objet que je manipule là, c'est une copie locale de l'objet sérialisé. Donc, si je fais juste ça, en fait, il ne se passe rien. Enfin, localement, j'ai changé de la valeur, mais par contre, il n'est pas partagé avec les autres. Voilà, donc on a parlé des maps. Il y a une dernière chose dont je vais vous parler, c'est les locks. En fait, les locks, si on commence à dire que quand il y a des partitions, bon, en fait, ça peut quand même ne pas être un problème. On peut s'interroger sur la sémantique du lock. C'est-à-dire que en fait, ça garantit pas grand-chose. Ça garantit parce qu'en fait, si j'ai une partition, eh ben, j'ai potentiellement deux requêtes qui sont parties en même temps, compris chacune dans leur lock. Et si moi j'avais mis un lock, bah, c'est justement que je veux absolument pas que ça arrive. Et donc ça va nous amener sur un truc bien fameux, c'est le fameux cap. Donc cap, c'est quoi? C'est un théorème, entre guillemets, qui vise à expliquer comment ça se passe sur un système distribué quand vous avez des partitions. Donc c'est la personne qui a fait ça, donc ils ont dit, l'idée c'était de dire, bah, en fait, quand j'ai un système distribué, soit je peux survivre au fait que j'ai des partitions, soit je peux avoir des données qui sont cohérentes. Donc la notion de cohérence, c'est compliqué, hein. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça garantit certaines propriétés sur ce qui est visible de l'extérieur sur mes données. Donc, par exemple, vous pouvez dire que vous ne voulez pas que si j'ai eu la donnée à son état n+1, je suis capable de revoir la donnée n. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu, c'était sur l'application L'équipe, à un moment, il y avait, quand vous suiviez les résultats d'un match de foot en direct, vous pouviez voir le score évoluer, puis au prochain rafraîchissement, en fait, ça revenait à l'état d'avant. C'est exactement ce genre de choses qu'on veut éviter quand on va parler de cohérence. Typiquement, Tristan, tu as le souci sur le Hazelcast embarqué si tu as beaucoup de nœuds, en fait. Parce que le temps que tu mettes à jour ta donnée sur l'ensemble des nœuds répliqués, bah, ça dépend si tu as autorisé la lecture sur les autres nœuds. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, tu peux... C'est un souci potentiel. Ouais, en tout cas, c'est un des trucs très importants dès qu'on parle de système distribué et qu'on a envie d'avoir des propriétés qu'on garantit à nos utilisateurs. Et la dernière chose, bah, c'est la disponibilité, c'est-à-dire mon système est toujours capable de répondre. Et donc, ce qui dit le cap, c'est qu'il faut en choisir deux parmi ces trois-là. En fait, bon, il y a pas mal de gens qui disent que ce théorème cap, en fait, il est un peu bidon. Parce qu'en fait, choisir de dire qu'on n'est pas tolérant aux partitions, ça n'a pas trop de sens si on fait un système distribué, parce qu'à partir du moment où vous avez deux nœuds différents physiquement, vous avez des partitions. Donc ça revient à dire, en fait, moi je ne veux pas avoir deux nœuds, donc c'est votre cas si vous démarrez une instance de Postgres dans un coin. Donc en fait, il faut plutôt le voir comme étant, quand il y a une partition dans mon système distribué, en fait, je dois sacrifier soit la cohérence, soit la disponibilité. Donc si je sacrifie la cohérence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple de la map, là, je suis ce qu'on appelle AP.
Et si je sacrifie la disponibilité, donc c'est-à-dire j'accepte que dans certains cas, j'arrête de répondre, je suis CP. Au passage, s'il y a des gens que ça intéresse, il y a M. Abadi, là, qui est un chercheur chez Yale, je crois, qui est aussi le créateur de FaunaDB, qui dit des choses hyper intéressantes sur ce sujet-là, et notamment il propose une extension du théorème qui s'appelle Pakelk. Donc c'est donc ça c'est partition availability consistence, else, latency consistency. En fait, ce qu'il dit, c'est que ça c'est intéressant de réfléchir à ce qui se passe sur les systèmes distribués quand il y a des partitions, mais en fait c'est aussi intéressant de réfléchir à ce qui se passe quand il y a de la latence. Parce qu'en fait, à un moment, je vais devoir choisir entre soit ralentir mes réponses, soit perdre la cohérence. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de regarder ce truc-là. Je ne vais pas entrer plus dans la théorie de ces trucs-là, mais bon, en gros, dès qu'on va parler de CP, le truc important, c'est le consensus. Ce qui va se passer, c'est que les différents nœuds de mon cluster, ils vont chercher à se mettre d'accord sur l'état partagé. Donc, avant d'appliquer la moindre modification, ils vont d'abord chercher à obtenir le consensus pour dire, bah oui, le nouvel état, ce sera celui-là. Et s'il n'y a pas de consensus, bah, on n'applique pas la modification. Il y a plusieurs algos de consensus qui existent. Donc Paxos, c'est le plus vieux, je crois. Donc c'est celui qui est utilisé par Google Spanner. Raft, c'est une réécriture de Paxos, parce que personne ne comprenait rien à Paxos, et du coup il y avait des bugs. C'est pas moi qui le dis. Hein. Et c'est la référence actuelle. Tous les outils, tous les systèmes distribués utilisent Raft quasiment. Et il y a un protocole aussi custom qui est pour Zookeeper, qui est très, très utilisé. Si ça vous intéresse aussi, je vous conseille de regarder ce site-là là, où ils expliquent de manière graphique le protocole Raft. Alors, pourquoi je vous parle de ce CP là, c'est parce qu'en fait, dans Hazelcast, ils ont développé assez récemment des structures de données qu'ils exposent uniquement quand on se met en mode CP. Donc, c'est ça, ce qu'ils appellent un CP subsystem. Et les locks peuvent en faire partie. D'accord. Et si j'ai envie de me servir de ce CP subsystem, en fait, il me suffit de dire ça, là, de rajouter un CP member count. Donc, je lui dis, bon, en fait, dans ce cluster de cast, c'est pour faire un cluster de type CP, il me faut tant de membres. Si je redémarre. Alors oui, un truc important, il faut du coup que ça ait forcément un nombre impair supérieur à 3. On va voir. Donc, si je redémarre mon cluster comme ça, est-ce que j'ai bien remis mon node 3 dans le bon réseau? Alors, il y a un truc qui est apparu qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, mais je peux vous dire juste, ça t'a écrit CP disable, un peu comme ça. Donc là, il dit tous les membres qui font partie de mon cluster CP, on a trouvé 3, c'est ce qu'on lui a demandé, sont accessibles. Ok, ça peut être visible par rapport à tout à l'heure. Maintenant, si j'éteins le 3, et qui s'en rend compte, voilà, là il me dit quoi? Il me dit une minorité des membres du CP ne sont pas accessibles. Donc ça, s'il y a une minorité qui n'est pas accessible, c'est-à-dire qu'il y a une majorité qui est accessible, et ça, c'est OK pour lui. Parce qu'en fait, le principe de ce algo de consensus, c'est de dire, bah, si j'arrive à me mettre d'accord avec une majorité des nœuds, eh ben, je suis content. Parce que de toute façon, ceux qui ne sont pas contents, bah, c'est la majorité qui l'emporte, et puis tant pis pour eux. Donc là, si je me sers, là, je peux tout à fait encore me servir de mon cluster. C'est pas grave si j'ai perdu un nœud.
En revanche, si j'en mettais un deuxième, là, c'est intéressant. On voit que le nœud 1, là, il est un peu en bas de triple. En fait, il est en train de chercher absolument à relancer une élection pour trouver un nouveau maître du cluster. Parce que là, il voit qu'il ne voit plus en fait, une majorité des nœuds. Donc, il se rend bien compte qu'il est dans une minorité du cluster. Et donc, il essaye de retrouver des gens pour être, qui deviennent le leader de ces clusters-là. Donc, par contre, une fois que je suis dans cet état-là, là, il n'y a plus rien qui va marcher, puisque mes nœuds qui sont dans un cluster où il n'y a pas la majorité, ils vont refuser de répondre aux requêtes. Et donc ça, voilà, ça peut être intéressant dans le cas où vous avez des contraintes fortes à atteindre, donc le cas du lock, typiquement. Là. Par contre, ça a évidemment des contraintes fortes en prod, puisque là, il n'y a plus rien qui marche, et même comme je n'ai pas la version Enterprise, ça va mal se passer si je redémarre des nœuds. Si j'essaie que mes nœuds d'avant rejoignent ce cluster-là, parce qu'ils n'ont pas conservé leur état, et en fait, le cluster, ils vont refuser en fait, de se remettre en cluster. Il faudrait que j'ai une extension qui permet de stocker l'état du cluster. En fait. Et donc là, je suis obligé de redémarrer tous mes nœuds, une fois que je serai dans cet état-là. Voilà ce que je voulais vous montrer sur Hazelcast. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou sur le reste de la presse, puisque ça clôt la présentation. Si vous deviez positionner là vos 3 frameworks ou librairies sur le radar footwork, en mode est-ce qu'il faut ne pas trop y aller, donc le hold, parce que ça marche pas trop. Access, on commence à le tester, mais on est quand même prudent avant de le foutre en prod. L'essai, globalement, on peut commencer à le mettre en prod, mais on n'a pas tant que ça de retour, ou on y va, on met en prod parce qu'on sait que c'est de la techno mature et qui fonctionne bien. Vous les mettriez où, les 3 choses que vous avez choisi de présenter? Je prends la parole juste sur Quartz. Je pense que on pourrait mettre en prod Quartz. Après, je sais que il y a différents. Je sais qu'on va pas le faire sur plein de sujets parce que il y a un coût en fait lié à ça, mais c'est éprouvé, la techno en tout cas. Après, Traefix c'est plus expérimental déjà. Enfin, c'est plus récent. Je sais pas ce que t'en penses, Charles, mais moi je partirais plus sur du à tester quoi. Vraiment sur des petits projets ou. Ouais, je pense que ça serait plus à tester et faire le comparatif, par exemple, avec du HA proxy. Mais tout n'est pas à prendre d'ailleurs sur Traefik. Le parti Let Sound Script, pour moi, d'un côté pro, est pas à prendre. Et Traefik, j'ai joué un petit peu avec. Je trouve ça bien localement. Parce que localement, ça permet d'avoir un Docker Compose qui peut être assez, qui s'adapte facilement, on va dire, où on n'est pas obligé d'avoir un Nginx énorme et qu'on passe son temps à bidouiller à chaque fois qu'on rajoute quelque chose dedans. Donc il y a des bons côtés localement, mais ouais, Traefik, je le mettrais pas en prod. Et Hazelcast, Il paraît qu'il y a des gens qui l'ont fait et qui ont eu des problèmes. Ça, je dis rien. Mais... Hazelcast, Tristan, tu me dis? Hazelcast, c'est mature comme techno, c'est la version 5 là, qui est sortie, et c'est très utilisé. En revanche, en termes de... Enfin, je pense qu'il faut jouer un peu avec pour être capable de gérer un incident de prod. Mais je pense pas qu'il y ait de souci de maturité sur ce projet. Après, c'est comme la base pour... Enfin, c'est la même question pour... Parce que c'est le... Enfin, tout ce que tu as présenté, c'est la... Si vous avez compris ça, vous avez compris toutes les solutions NoSQL, grosso modo.
Parce que on va retrouver ce type de fonctionnement partout en cluster. Donc, après, c'est la même chose. Hein. Faut gérer ça, gérer la prod d'un système distribué. En fait, c'est plus une question de monitoring. Quand tu dis, tu vois, j'ai perdu une majorité de mes nœuds, c'est que tu as perdu quand même 2/3. En fait, pour que tu aies un problème, il faut que tu perdes 2/3 de tes nœuds en prod. Pour plus avoir de disponibilité ou avoir un problème. Donc, quelque part, c'est que t'as pas Après réagi avant. Hazelcast, Tristan, il a montré la solution la plus complexe, avec le tout clusterisé de partout. Il y a la possibilité de le mettre en prod en mode c'est juste une librairie dont vous savez pour faire le cache. Et là, mine de rien, la complexité, elle est moindre, quoi. Ou même, C'est ce pour qu'on a rajouter sur ce que tu dis, GLD. ouais, voilà, c'est pour du cache, mais c'est surtout aussi pour une map distribuée, quoi. Enfin, comme tu dis, Philippe, c'est pour une map de base, quoi. C'est vraiment, elle est là, Ouais, servez-vous-en. c'est juste pour que ça fasse pas peur aux gens, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que ouais, c'est Et vraiment il y une a un bonne solution. adapteur Spring Boot qui fait que c'est d'une simplicité enfantine. Enfin bref, on a 12 000 confs là-dessus, un peu de retour. Tu vois même pas de toute façon. Ouais. Ton code. Donc, excellente abstraction. Mais ceci dit, même quand tu es en cache partagé, je pense qu'il ne faut pas oublier que tu peux perdre la synchro entre tes différents nœuds et réfléchir à ce qui va se passer. Quoi. Oui, c'est ça. Faut réfléchir. La donnée que tu mets dedans, est-ce qu'elle est critique? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Voilà. Parce que, en fait, c'est pas qu'est-ce que ça va faire quand ça va arriver, c'est ça va arriver et il va falloir le gérer. Ne serait-ce que. De toute façon, dès que tu clusterises, c'est pas anodin, quoi. Ouais, mais tu regardes, en fait, nous, sur GLD, on a la version embarquée, mais on fait un rolling upgrade, en fait, sur le cluster. Donc, en gros, on tue les nœuds un par un, quoi. Donc, techniquement, il y a une partition qui est en train de se faire à chaque redéploiement, quoi. Donc, voilà, il faut gérer ça. Mais je trouve que la simplicité d'intégration dans le code est un peu trompeuse, je pense, par rapport à la complexité des concepts qui sont derrière, quoi, et des problèmes que tu peux avoir. Toujours, hein, dès que tu distribues, tu commences à avoir plusieurs problèmes, quoi. Tu veux dire que c'est exactement la même chose que JPA, par exemple? Ouais, bon, je pense que c'est quand même plus simple. Mais tu vois, le problème de partition, déjà, c'est un souci. Mais en plus, si tu rajoutes qu'en fait, c'est une partition locale, par exemple sur le port, qui les empêche de se parler entre eux, mais qu'en fait, chacun des nœuds est quand même accessible de l'extérieur sur les API et qui sont tous capables de répondre. En fait, le problème de cohérence, tu te le prends en tête. Ça veut dire qu'il y en a un qui peut quand même traiter des flux pendant que les autres, ils traitent d'autres flux. Et en fait, effectivement, là, c'est pas une question de j'ai perdu la disponibilité, c'est j'ai potentiellement des états qui sont concurrents et qui sont même pas mergeables. Enfin, voilà, en fonction de la donnée que tu mets là-dedans, en fait, il y a quand même des vraies questions à se poser, quoi. Mais bon, si ça marche sur toutes les solutions NoSQL, il y a un moment donné, ça doit pouvoir fonctionner. D'autres questions, remarques? Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui auraient des sujets qui pensez qui ont envie qu'on creuse des sujets au sein de ce groupe de travail cluster là, des sujets qui vous intéressent ou pour lesquels vous n'avez pas vraiment de réponse? Est-ce que ça pourrait être intéressant de parler de tout ce qui est test en charge? Finalement, ça va un petit peu avec la clusterisation. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet qui intéresse les gens ou pas, mais je pense que c'est pas mal que tout le monde soit capable d'en faire et de comprendre comment les interpréter, les analyser, etc. Ouais, c'est peut-être plus pour l'équipe de test du coup, mais je le fais. Ouais, après, vous vous arrangez. Hein. Je te vois en train de rejeter la patate chaude. Bah, je suis aussi dans cette équipe-là. Ah ouais. Je la mets dans l'autre main. Ça tombe bien. Grosso modo, vous travaillez tous, tout le monde travaille sur des applications distribuées, disponibles, etc. Ou il y a des choses qui ont été découvertes? Et je ne parle pas de traitement distribué hein, avec le Quartz ou quoi que ce soit, mais au moins de clusters applicatifs.
Alors, moi, l'expérience avec Hazelcast, c'est vraiment ce qu'on a fait avec Thomas sur le projet Accenture. Où là, on était vraiment en mode, bah voilà, on a le truc qui tourne avec une instance et maintenant on veut le partager. Donc, il faut que ça tourne. Enfin, on veut le partager et le scaler horizontalement. Donc, on peut le faire tourner en multi-instance. Sinon, en lien avec le clustering pur, là, pour le coup, pour pas sortir, il y a la partie un petit peu configuration des applications. Comment on fait quand on a une application qui est clusterisée pour partager de la conf, la changer à chaud, etc. quoi. Ouais, pour gérer la conf sans avoir à la dupliquer, quoi. Ouais, bah, sans passer par l'application.yaml et puis devoir redéployer ton application à chaque fois que tu fais quelque chose, quoi. Mais tu mets tout dans une map Hazelcast, non? Ouais. Que tu charges au lancement de l'application. Exactement. Mais comment tu charges la conf du Hazelcast? Attends, ensuite. Les conseils. C'est ça. La solution, c'est toujours de rajouter une brique ça. clusterisée en plus au-dessus. Bon, du coup, je vous propose qu'on arrête là. Merci en tout cas. Merci à à vous tous. Et bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci, à plus.